Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage du même auteur. Sortir du marasme, CIDIHCA, 1994. Haïti, de l'indépendance à la dépendance, l'Harmattan 2004, première édition. Des tontons macoutes à la MINUSTA, la perversion d'un ordre politique individualisé, 2011. Construire un pays, notion de démocratie, en collaboration avec Adrien Bancé et Pierre Assimon 2012. L'État haïtien face à la nation haïtienne, anatomie d'un échec, 2013. Lettre à un ami, propos sur la conjoncture haïtienne, l'Harmattan 2014. Démocratie et éthique vaudou en Haïti, l'Harmattan, 2 éditions, 2018 et 2020. Préface de la première, édition 2004. À quelques mois du 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, une question lancinante hante l'esprit devant le délabrement généralisé du pays. Comment en est-on arrivé là? Comment cette terre jadis le joyau de la couronne française, connue pour ses richesses, a-t-elle pu devenir un lieu menacé de désertification accélérée et caractérisé par un sous-développement accusé? C'est à cette question essentielle et à bien d'autres que Frantz Douillon tente d'apporter des éléments de réponse. Son livre n'est pas un autre livre d'histoire écrit pour célébrer l'événement, les 200 ans de l'indépendance. Il est plutôt à sa façon, une mise en perspective globale de l'histoire nationale, mise en perspective qui nous interpelle. Tout à la fois grille de lecture et diagnostic, il propose des clés pour comprendre le parcours particulier d'Haïti. Le ton est donné d'emblée. La complicité du drame haïtien interdit tout recours à une approche tronquée. C'est l'ensemble des facteurs à l'œuvre dans la longue durée qui doit être pris en compte. Tel est ce que nous dit le présent ouvrage, pour qui facteurs intrinsèques et facteurs extrinsèques sont également importants dans l'explication de la crise haïtienne. Certes, il a fallu choisir et retenir les plus significatifs élevés dans cette entreprise au rang de repères. Mais l'effort d'élucidation des rapports complexes entre ces facteurs et le cours de l'histoire nationale auquel se livre l'auteur compense largement ce choix. Ce n'en est que plus méritoire et enrichissant. De tous les aspects du livre, on retiendra particulièrement l'attention portée aux pesanteurs culturelles, les facteurs intrinsèques et à leur place dans l'analyse. Longtemps négligés dans l'historiographie traditionnelle, il était nécessaire, pour une meilleure saisie de la réalité haïtienne, de mettre évidence leur contribution au façonnement de la culture politique haïtienne. Emprise du vaudou, mythe de l'égalitarisme, culture de l'arbitraire, préjugés de couleur. Autant de traits qui éclairent les comportements sociaux et politiques de nos concitoyens. Cela est d'ailleurs bien mis en évidence dans la discussion sur le vaudou, dont l'influence sur les coutumes politiques ne saurait être niée. On s'en doutait, certes, mais la question a rarement été abordée sous cet angle, le côté mystique religieux l'emportant généralement sur toute autre considération. On le soupçonne bien. Cette façon d'aborder l'étude de l'histoire nationale ouvre des perspectives intéressantes à la réflexion historique et politique. Et c'est là que réside en partie l'apport de l'ouvrage. Toutefois, l'analyse serait incomplète si elle s'arrêtait là. Le contexte relationnel international, les facteurs extrinsèques, est également une priorité pour l'auteur dans sa quête de sens. Centré très largement sur les relations financières et les problèmes y afférents, l'analyse dresse un tableau apocalyptique, le terme n'est pas exagéré, de la participation d'Haïti aux relations internationales. Les facteurs externes, c'est l'impression générale qui se dégage de la lecture du livre, ont pesé peut-être davantage sur le destin du pays que sur les facteurs internes. Leur influence a-t-elle été déterminante? Certes oui. L'auteur est formel et son diagnostic implacable. Les circonstances entourant l'accession d'Haïti à l'indépendance entraîne des conséquences néfastes pour le nouvel État. Une indépendance hypothétique, une gestion financière impossible et un État impuissant, tel est le diagnostic de l'auteur au terme de son analyse des facteurs externes. Les rapports avec les centres de pouvoir étrangers font en sorte qu'Haïti n'a jamais eu de véritable chance de mettre en place une économie prospère et un État performant. La construction d'un État moderne a été des plus improbables. Sortie dévastée des guerres de l'indépendance, boycottée politiquement par les grandes puissances d'alors, Haïti dut accepter de payer une forte indemnité à la France en échange de la reconnaissance de son indépendance.
Cette histoire est bien connue. Ce qui l'est moins, c'est la spirale d'endettement catastrophique que l'obligation de tenir ses engagements au titre de cette indemnité crée. Avec une production nationale déficiente et des revenus insuffisants, l'État est vite à bout de souffle et perd pratiquement le contrôle de sa monnaie en dépit de tentatives parfois désespérées de s'en sortir. Il se révèle impuissant à contrer les agissements des institutions financières étrangères, alliées à des intérêts locaux, et à dégager les ressources nécessaires à la modernisation du pays. La corruption et une histoire politique mouvementée aggravent une situation déjà précaire et compliquent la gestion du pays. Dès lors, la crise générale d'aujourd'hui ne devrait pas étonner. Daniel Oly, professeur titulaire. Département des sciences politiques, Université du Québec à Montréal. Cric-crac avant-propos. Le XIXe siècle va demeurer un point tournant de l'histoire de l'humanité. Il est d'une part le début de l'ère des abolitions de l'esclavage, et aussi le début de la colonisation de l'Afrique. Haïti prendra la tête du peloton de l'abolition de l'esclavage. Le succès précoce de son indépendance fera d'elle d'un côté l'exemple à suivre et de l'autre celui à abattre. Christophe avait voulu, par la coercition, inculquer rapidement des valeurs d'éducation, de discipline et de fierté à ses sujets. Ces méthodes de commandeur héritées de l'époque esclavagiste contre lesquelles s'était battue la population n'ont pas été appréciées. Il y eut un flux constant de désertion vers la République de Pétion. Ce désaveu permanent finit par aboutir à une mutinerie contre lui, d'une partie grandissante de l'armée. Physiquement diminué et probablement mentalement fatigué, la constatation de son échec était devenue insupportable et l'accula au suicide. Pétion de son côté comptait sur le long terme. Sa constitution de 1816 est un modèle de tolérance démocratique et de promotion des libertés civiles. Il n'avait pas le tempérament autoritaire de Christophe pour combattre la corruption et imposer de la discipline à son administration. Ce manque de rigueur lui causa de faire face très tôt à des difficultés financières énormes qui s'aggravèrent avec le temps. Sa gestion du pouvoir était néanmoins appréciée par la population, qui pleura le papa Boncoeur à sa mort. Voyer aurait sans doute voulu suivre les traces de Pétion en élaborant des codes de procédure pour l'administration de la justice. Mais la signature de la dette de l'indépendance, véritable tribut extorqué par la France, devait enclencher une spirale d'endettement public et une aggravation supplémentaire de la situation financière du pays. Sa longue présidence sera une gestion de la pénurie et de l'embarras financier. Découvrit Saint-Pied pour couvrir Saint-Paul. Son occupation de la partie est de l'île était inspirée, en plus des raisons stratégiques, par la nécessité d'après Paul Morral, de trouver de nouvelles terres cultivables pour combler les déficits qui s'accumulaient. En 1842, Rivière-Hérard fonda la Société haïtienne de protection des droits de l'homme et du citoyen. Quand il deviendra président de la République en 1843, sa constitution complétera celle de Pétion. On aurait pu ainsi s'attendre à une consolidation de la République démocratique, l'instauration définitive dans nos mœurs de cet idéal de liberté, de paix et de justice pour tous promis par l'indépendance. Ce que l'on a appelé la Révolution de 1843 a déçu les attentes, et cette occasion ratée ne se renouvellera pas. À partir de ce moment, l'anarchie financière provoquée par la gestion impossible de la dette de l'indépendance va donner naissance à une anarchie politique avec l'entrée en scène des seigneurs de guerre, les chefs militaires, véritables roitelets locaux, qui vont se disputer le pouvoir, source principale de fortune et de promotion sociale. Un cercle vicieux va s'établir. Misère, guerre civile, instabilité politique, misère, qui va aboutir à l'occupation américaine de 1915. Depuis, les générations ont passé. Les compétences se sont accumulées. Déjà, celle de 1904, telle que décrite avec enthousiasme et admiration par Dantès Bellegarde dans son Histoire du peuple haïtien, rassemblait une phalange enviable de compétences variées, reconnues, certifiées dans presque tous les domaines. Une classe moyenne valable semblait vouloir se constituer assez rapidement dans le pays. Les générations subséquentes ont suivi avec leur lot de compétences, toujours plus nombreuses et de mieux en mieux préparées. Elles se sont toutes vite desséchées, blêtes, chaudes, stériles, dans l'ensemble inutilisées par le pays.
Notre floraison se fane avant de donner fruit. À la veille du 200e anniversaire de l'indépendance nationale, 1804 à 2004, certains se sont interrogés sur l'opportunité de célébrer. De courriel en courriel circule une lettre de protestation indignée de Rosalvo Bobo, écrite à la veille des célébrations du 100e anniversaire en 1904. Il y a donc 100 ans. Cette lettre paraît encore tellement d'actualité. Centenaire de nos vices, de nos crimes politiques. Centenaire de tout ce qu'il peut y avoir de plus odieux au sein d'un gouvernement d'hommes. Centenaire de la ruine d'un pays par la misère et la saleté. Centenaire de l'humiliation et de la déchéance, peut-être définitive de la race noire par la fraction haïtienne, cela s'entend. Haïti, qui fut voici 2 siècles la gloire des peuples noirs, est aujourd'hui à bout de course, exténué. De ce pays qui s'honorait jadis d'être une terre d'asile pour tout esclave en quête de liberté, on s'enfuit aujourd'hui sur des barques de fortune dont beaucoup sombrent en mer. Les peuples qui ont bénéficié jadis de notre appui moral, que nous avons inspiré, qui ont même profité d'une générosité matérielle pour leur accession à l'indépendance nous regardent maintenant avec dédain. Haïti est montré du doigt à certaines agglomérations de peuples noirs qui réclament leur indépendance. On leur dit : voulez-vous être comme Haïti ? Nous avons tout perdu, y compris notre fierté nationale d'antan, la tête altière et haut les fronts, n'a plus maintenant de raison d'être pour la présente génération. La conception et la rédaction de ce livre sont indépendantes de ces considérations, notre intention n'est pas de prendre parti. Nous ne sommes pas cependant insensibles à ces troublantes constatations. Nous cherchions à comprendre, et l'idée a germé d'examiner et d'exposer de façon systématique une facette de l'évolution du pays vers ce désastre que nous assumons. Sans chercher d'excuses, nous proposons une explication qui n'est pas une invitation à une démission ni à une condamnation. Elle serait plutôt une invitation à une prise de conscience collective de nos réalités spécifiques, de notre moi identitaire collectif, pour une entreprise de libération nationale et une compartimentation rationnelle de nos différentes sphères d'activité sociale, en limitant et en ne laissant à César que ce qui lui appartient. Pour suivre cette trajectoire, qui n'est point linéaire, mais conjoncturelle et pour évaluer certaines contingences identitaires, il va falloir commencer au point de départ. Il faut en chercher les prémices dans la structure sociale de Saint-Domingue, le moule d'où est sorti Haïti. Il faudra sonder l'héritage. Introduction. Notre floraison se fane avant de donner fruit. Frédéric Marcelin. Il paraît banal de dire qu'Haïti, après 2 siècles d'histoire, n'a pas enclenché un dynamisme interne, capable d'initier un décollage économique. On a tant lu, on a tant écrit et répété qu'Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Après Papa Doc et les tontons Macoute, Baby Doc, les Boat People, le sida, l'embargo, le prêtre président et les autres dirigeants fantoches qui lui ont succédé, le tremblement de terre, Haïti fait souvent la une des journaux. Haïti n'aura pas réussi de faire des fils insurgés de Toussaint Louverture, des citoyens libres de la modernité démocratique. Après l'indépendance, Haïti a vécu un processus d'indigénisation des structures coloniales. Il n'y a pas eu de mutation des mentalités, et la décolonisation politique a échoué sur toute la ligne. Le phénomène d'intériorisation du passé colonial saute aux yeux à chaque pas que l'on fait en Haïti. Les survivances de l'esclavage abondent dans les mentalités, comme dans les pratiques de la vie en société. Toussaint Louverture, du haut de son égocentrisme loquace, déclarait que c'est à Saint-Domingue que régnait le véritable droit de l'homme. Pour lui cependant, les droits de l'homme se résumaient à la fin de la domination esclavagiste et à l'égalité raciale. Sa constitution de 1801 était une proclamation en force des droits de la collectivité, au détriment des droits individuels. On ne pouvait disposer à sa guise de soi-même, et l'usage de la liberté n'autorisait pas de mettre en péril la production dont les bénéfices vont à l'État. Son objectif se limitait à redonner à Saint-Domingue sa prospérité d'antan, ce qu'il a réalisé, mais il ignorait tout des droits individuels. N'a-t-on pas dit que son caporalisme agraire était l'esclavage sans le fouet ? Le général Leclerc dans une lettre à Bonaparte écrivait que « Le règlement de culture de Toussaint est très bon, je n'aurais pas osé en proposer un semblable dans les circonstances actuelles, mais je m'en servirai. »
La gestion louverturienne faisait très peu de cas de la dignité de la personne humaine. Les exécutions sommaires à la suite de la guerre du Sud n'inquiétaient pas son âme catholique, de même qu'il n'hésita pas à liquider son neveu Moïse qui avait osé manifester sa dissidence. Le concept caudilliste du pouvoir louverturien va traverser 1804 dans l'Haïti indépendante. En vérité, il y a eu mal donne. L'histoire d'Haïti deviendra celle d'une détérioration continue de la situation sociale et économique. En 1822 à 1823, Haïti se classait au 7e rang des clients des États-Unis, avant le Brésil, l'Italie, la Russie et le Portugal qui étaient respectivement 8e, 9e, 10e et 11e. En 1839, les exportations d'Haïti vers les États-Unis se chiffraient à 2 347 556 $ et les importations à 1 815 212 $. Les importations de toutes les Antilles anglaises pendant la même année totalisaient 1 815 217 $ et les exportations 1 522 347 $, laissant ainsi une balance favorable pour Haïti de plus de 500 000 $. Cette même année, 1839, Haïti exportait aux États-Unis plus de marchandises que toutes les nations européennes, excepté la Grande-Bretagne, la France et presque autant que la Russie. C'était remarquable si l'on considère que la population des EU était 20 fois supérieure à celle d'Haïti et cependant son commerce n'était que 27 fois plus important. La proportion des exportations de la Grande-Bretagne par rapport à sa population était de l'ordre de 185 sur 1, celle des EU était de 165 sur 1 et celle des Haïti 125 sur 1, ce qui signifie que le commerce haïtien représentait près des 3/4 du commerce de la Grande-Bretagne et 7/8 celui des EU. Il aurait fallu beaucoup de capitaux pour soutenir un tel commerce, ce dont Haïti ne disposait pas, concluait John Candler. Cependant, depuis le début du XXe siècle, la nation haïtienne stagnait dans l'immobilisme. Le pays s'épuisait dans des guerres civiles sans fin et menaçait de sombrer dans l'anarchie. Le destin d'Haïti semblait fixé. Elle ne saurait plus s'insurger contre l'inéluctable expansion des États-Unis, ce qui se réalisa en 1915 avec l'occupation de son territoire. Du point de vue politique, la gestion américaine fut despotique avec la loi martiale, l'imposition de 2 présidents, la concentration de tous les pouvoirs dans les mains du haut-commissaire américain. Après la dissolution de la Chambre législative, le pouvoir exécutif du haut-commissaire s'exerçait avec l'aide d'un conseil d'État dont les membres étaient nommés par lui, et qu'il révoquait à son gré. L'inamovibilité des juges a été abolie, le pouvoir judiciaire changeait à sa fantaisie suivant les besoins de sa politique personnelle. La liberté de la presse n'existera pas, et les journalistes étaient emprisonnés constamment de façon préventive pour délit de presse, sans le bénéfice de l'habeas corpus. La gendarmerie qu'il mit en place était aussi brutale que les marines. Elle coûtait 15% du budget national. On évalue le nombre de morts pendant la guerre des Cacos à 10 000, probablement davantage que durant toutes les révolutions haïtiennes réunies. Du point de vue social, l'occupant manifestait un mépris profond pour les Haïtiens. Dear me Sinkofi. Nigger speaking French. Cette phrase du secrétaire d'État américain William Jennings Bryan dont relevait Haïti occupé, résume toute l'ignorance et le mépris. L'occupation va provoquer l'exaspération des antagonismes sociaux après son départ, pour s'être ouvertement appuyé sur l'élite mulâtre au détriment de l'élite noire. Le club privé américain était interdit aux Haïtiens et même Mr. Marshall, citoyen américain mais homme de couleur, qui avait servi dans l'armée américaine au grade de capitaine, pendant son séjour de 6 ans en Haïti comme employé de la légation américaine, n'en a jamais franchi le seuil. L'éducation ne reçut aucun soutien. Les augmentations de taxes ont pesé très lourd sur la population, et le standard de vie de l'Haïtien n'a pas augmenté. Industrie, commerce, tout est aux abois, le peuple a faim, peut-on lire dans un mémoire adressé depuis les Cayes au président Borno. La manifestation de protestation paysanne qui suivit, se termina par le massacre de paysans à Marche-à-Terre par les marines. C'est à ce moment que va débuter le cycle des périples migratoires des Haïtiens, d'abord vers les champs de canne de Cuba avant de déborder vers l'Amérique du Nord. Les compagnies américaines d'Haïti cependant, favorisées par l'occupant, faisaient des affaires d'or, la Chada, la Gigi. White,
la Standard Fruit, la HASCO, la Haitian American Development Corporation, la banque, la compagnie McDonald's, la compagnie électrique qui facturait 3 fois plus le kilowatt en Haïti qu'à Porto Rico, à Cuba et en République dominicaine. Du point de vue économique, si on ne peut pas dire que l'occupation a précipité la ruine d'Haïti, on peut certainement conclure qu'elle n'a rien fait pour l'arrêter, encore moins pour l'empêcher, contrairement aux attentes. Les résultats chiffrés se passent de commentaires. En 1925, le commerce d'Haïti atteignait 39 644 000 $, l'exportation 19 404 000 $ et l'importation 20 238 000 $. La France achetait pour 12 300 000 $ et vendait pour seulement 1 360 000 $. Les EU n'achetaient d'Haïti que pour 2 300 000 $ et lui vendaient pour 15 568 000 $. En 1933 à 1934, sous occupation américaine, le commerce d'Haïti atteignait seulement 19 449 000 $, une diminution de plus de 20 137 000 $, dont l'exportation à 10 300 000 $ et l'importation à 9 137 000 $. Ces chiffres montrent avec éloquence la détérioration globale importante du commerce haïtien sous l'occupation américaine, le déséquilibre de la balance commerciale entre Haïti et les États-Unis, à l'avantage de ces derniers qui en tiraient un profit important, après qu'ils avaient déclassé la France. Il y a plus, le Yearbook du département du commerce américain, publié en 1935, place Haïti devant 12 pays latino-américains pour son commerce extérieur pour l'année 1911 à 12. C'était sous l'administration haïtienne, avant l'occupation américaine. Les 12 pays étaient Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador, République dominicaine, Équateur, Guyane anglaise, Guyane hollandaise, Paraguay. La situation empira en 1934, sous occupation américaine. À cette date, Haïti ne devançait que 8 de ces pays. On peut se demander de façon très légitime si l'intention maligne de l'occupation n'était pas de casser Haïti. La détérioration économique, sous sa tutelle, fut tellement rapide et évidente, sans jamais faire l'objet de la moindre inquiétude. Le lieutenant Smedley Butler, commandant des troupes d'occupation, avoua publiquement au Congrès américain qu'il avait joué le rôle d'un agent de la National City Bank pour faciliter sa prédation en Haïti. Il y avait en général, parmi les Haïtiens, comme un accord secret pour excuser l'intervention, si elle devait mettre fin à la situation chaotique qui existait dans le pays et lui substituer une vie organisée de paix et de travail. Beaucoup avaient vu dans l'occupation l'occasion d'un développement, fatigué de la guerre civile et des gouvernements despotiques. On acceptait de ravaler son orgueil patriotique et on parlait alors de collaboration loyale, mais temporaire, convaincu que la condition indispensable du progrès social est l'ordre dans la liberté et qu'une telle condition ne pouvait se réaliser que par l'établissement d'un gouvernement réellement démocratique. Beaucoup de ceux qui votèrent la Convention étaient sincères, écrit Dantès Bellegarde. Léon Lalot dira que le gouvernement a endossé pour le salut de tous une croix sans honneur, ni profit. D'un côté on peut comprendre le désarroi de la bourgeoisie classe dirigeante d'Haïti, devant la détérioration alarmante de la situation politique. De l'autre côté, c'était mal connaître l'Américain qui s'évertuait à garder sa propre population noire dans une situation de sujétion voisine de l'esclavage, officiellement aboli depuis 1865, qu'il a lynché à l'occasion, pour lui imposer une ségrégation stricte et violente, que de croire qu'il allait manifester une attitude quelque peu sympathique vis-à-vis d'Haïti pour favoriser son progrès. Le réveil fut donc brutal et la déception grande. Mis à part quelques rares aménagements administratifs reconnus valables, comme dans le service de santé, quelques voies de communication jugées nécessaires pour leur déplacement dans le pays pour aller combattre la rébellion Caco, le service téléphonique par exemple, l'échec fut presque total. Il n'y a pas eu de changement de structure. Cette première occupation se révèle maintenant comme une parenthèse déplorable, amère, inutile dans la vie nationale. Quant aux occupations ultérieures du XXIe siècle, avec l'embargo qui les a précédées et la parodie de démocratie qu'elles ont orchestrée, elles ont été particulièrement ruineuses, puisqu'elles ont assommé l'économie déjà moribonde et désastreuse pour la vie sociale du pays.
La logique poursuivie n'avait pas semblé changer depuis 1915. À ce sujet, en 1990, dans sa comparution devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, William Jefferson Clinton, Bill Clinton, ancien président des États-Unis. Il endossa la responsabilité du fait que des millions d'Haïtiens meurent de faim aujourd'hui, pour avoir forcé l'État haïtien à adopter des mesures de dérégulation commerciale dévastatrices pour l'économie du pays. Cette décision a peut-être été profitable à quelques agriculteurs de l'Arkansas. Ce fut une erreur qui a provoqué la baisse de la capacité de production de riz pouvant nourrir le peuple haïtien, admit-il. Quelle outrageante ironie d'une aliénation sans nom, le spectacle de Bill Clinton qui recevait la médaille de l'Ordre national honneur et mérite, au grade Grand Croix par le gouvernement haïtien. Doit-on encore continuer à blâmer uniquement des dommages résiduels de l'interaction culturelle du vécu esclavagiste pour expliquer le sous-développement haïtien? Peut-on encore se contenter de parler uniquement de la manifestation de mimétisme et d'identification au maître pour expliquer la stagnation et les travers de la culture haïtienne? D'un côté, la carte du monde occidental a-t-elle réellement changé depuis le XVIIe siècle? Existe-t-il une seule puissance politico-économique en Amérique latine? Quel pays latino-américain peut se prévaloir de 50 ans de tradition démocratique continue? Peut-être le Mexique, mais il fait face depuis des décennies à une guerre civile larvée dans une partie de son territoire. Existe-t-il donc une trame historique commune à toute l'Amérique latine? Si dans le groupe Haïti fait piètre figure, ce sont tous des pays à économie dépendante et à stabilité politique fragile. En 1910, c'était encore l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis qui possédaient près de 80% du capital financier mondial. Presque tout le reste du monde est, d'une manière ou d'une autre, débiteur et tributaire de ces pays. Les métropoles d'hier ont gardé leur place en devenant aujourd'hui les grands centres financiers du globe. Elles continuent à contrôler le commerce international et à dicter leur volonté aux États faibles, sous-développés, économiquement dépendants. Il est certainement facile et émotionnellement moins engageant de faire son mea culpa sur le dos des autres, de se décharger de ses responsabilités, de jouer à la victime innocente et impuissante. Les victimes n'ont jamais rien provoqué de particulier, sinon de la pitié. La démarche fondamentale est de chercher à savoir pourquoi la culture haïtienne présente une apparente opacité au progrès, au développement économique généralisé, dans la promotion et le respect de la dignité de l'individu citoyen. Il s'agit donc maintenant d'interroger l'histoire, de scruter les divers témoignages, en rejetant une attitude de défaitisme résigné et en évitant l'assurance tranquille que procure le sentiment de la possession de la vérité pour comprendre pour expliquer. Il s'agit de chercher à savoir pourquoi Haïti est resté un pays agricole. L'existence d'un surplus généré par cette activité était pourtant réelle et indéniable. Pourquoi ce surplus n'a-t-il pas progressé pour servir à la mise en place d'industries de transformation ou de substitution à l'importation? Pourquoi la bourgeoisie nationale, comme elle se le devait, a-t-elle manqué d'ambition pour la prise en charge de cette transition, pour la satisfaction de ses besoins de sécurité matérielle et de confort, pour lancer un décollage économique dont les retombées auraient profité à l'ensemble de la nation? Enfin, pourquoi l'appareil politique a-t-il été incapable de promouvoir, de soutenir et de gérer une transformation économique durable? L'héritage. Les traditions de toutes les générations mortes pèsent d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Karl Marx. Le traité de Ryswick, en 1697, devait concéder la partie occidentale d'Hispaniola à la France. Ce fut un cadeau. La France ne s'était jamais battue, n'avait pas non plus conquis le territoire selon la coutume de l'époque, un cadeau de quelques aventuriers, boucaniers et flibustiers français qui l'avaient subtilisé aux Espagnols. Ainsi s'ouvrait un chapitre controversé de l'histoire de l'humanité, la création et le maintien d'un immense camp de concentration à Saint-Domingue, l'exploitation sans merci avec des privations, le fouet, la torture infligée à un groupe humain transplanté de force en terre inconnue pour le bénéfice matériel d'un autre groupe, avec tout un système idéologique élaboré a posteriori pour justifier cette exploitation sans nom qu'était l'esclavage.
Cette colonie de Saint-Domingue était destinée à devenir la reine des Antilles, le joyau de la couronne française, la réussite coloniale par excellence, l'un des plus grands succès obtenus par les puissances européennes au-delà des mers, l'orgueil de la France dans le Nouveau Monde. Elle était convoitée par toutes les grandes puissances de l'époque. La France, l'Espagne et l'Angleterre se sont simultanément affrontées dans des guerres pour la conquête et la possession de ce territoire. Richesse de Saint-Domingue. Dès 1753, la prospérité de Saint-Domingue dépassait celle de toutes les colonies françaises. Elle était devenue l'une des principales sources de richesse de la France. La production de Saint-Domingue équivalait aux 2/3 de son commerce extérieur, plus que toutes les colonies anglaises réunies. Elle exporta, pour l'année 1789, 141 089 831 livres de sucre, 68 151 181 livres de café, 6 286 126 livres de coton, 930 016 livres d'indigo, 150 000 livres de cacao. Pour l'année 1788, le commerce extérieur de Saint-Domingue évalué à 214 millions fr, 42 millions de dollars, dépassait même celui des États-Unis. Les exportations représentaient 152 460 000 fr contre des importations françaises estimées à 54 570 000 fr. Celles d'origine étrangère étaient estimées à 7 038 000 fr. Un nombre impressionnant de 4 100 bateaux était enregistré en partance de Saint-Domingue en 1789, dont 2 500 étaient américains. Il y avait à Saint-Domingue 792 plantations de sucre de plus de 200 hectares, 2800 petites plantations, 705 plantations de coton et plus de 3000 petites plantations d'indigo. L'exportation illicite dépassait toutes les possessions américaines. Aucune autre colonie n'a contribué dans la même proportion au commerce de sa métropole. La quantité de café exportée pendant les dernières années de l'esclavage s'élevait à 70 millions livres. L'exportation annuelle de coton s'élevait à 3 millions livres. Le coton n'était cependant pas utilisé dans la colonie, car il n'existait aucune industrie de transformation. Le commerce de l'acajou et des bois de teinture était aussi en progression durant les derniers temps de la colonie et constituait une source de profit appréciable pour les marchands et de revenus pour l'État. L'acajou exporté en Angleterre était très apprécié pour sa dureté et la finesse de son grain. Un seul arbre acheté pour la somme de 3000 livres par la compagnie Broadwood & Co. était utilisé pour la fabrication d'un piano. Cette partie de l'ancienne Hispaniola, grande comme la Belgique actuelle, infiniment plus petite comparée aux empires ibériques des Amériques ou anglais de l'Inde, dépourvue de mines d'or, d'argent ou de diamants, est devenue en très peu de temps un Eldorado agrocommercial envié, et cela, grâce à des techniques d'un capitalisme en avance sur celui de la France, paralysé par un système archaïque. Il y avait là une richesse agro-industrielle incomparable avec les 431 sucreries en blanc, 362 en brut, 3117 caféteries, 789 cotonneries, 3151 indigoteries, citanneries, 182 fabriques de tafia, 64 cacaotières, 370 fours à chaud, 29 poteries, 36 briqueteries, 520 moulins à eau et 1630 moulins à bêtes. Un ensemble formant un capital évalué entre 2 et 3 milliards de francs, le tout drainé par une circulation ininterrompue de 1745 navires de toutes catégories depuis les 678 français dont 95 négriers jaugeant 200 000 tonneaux jusqu'aux 763 américains faisant 56 000 tonneaux, sans compter les 45 français effectuant le commerce étranger pour 3 500 tonneaux et 254 espagnols pour 15 000 tonneaux. Qui plus est, le français consommant modérément les produits tropicaux, Saint-Domingue est devenu le principal fournisseur international de sucre et de café qui se vendait à Brême, Hambourg, Stettin, Danzig ainsi qu'à Amsterdam, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Rotterdam, équilibrant de ce fait la balance commerciale de la France et devenant ainsi le modèle de l'agriculture et de l'industrie française depuis la fin du règne de Louis XIV jusqu'à la Révolution. L'excédent de la balance commerciale française équivalait à 25 millions de pesos. L'Espagne n'a pas pu faire valoir autant la partie est de l'île, de plus grande superficie, plus favorisée en territoire de plaine et de richesse naturelle, qui ne pouvait survivre que grâce à l'envoi de subsides de Mexico de 250 000 pesos.
En 1789, le revenu de la colonie était évalué à 150 millions de francs, et la valeur des propriétés à 1,5 milliard. La valeur totale des terres, des esclaves et du bétail était estimée à 1,5 milliard de livres. La richesse de Saint-Domingue était fabuleuse, riche comme un créole, disait-on. Cause de la richesse, le pacte colonial. Deux facteurs expliquent ce succès. C'est d'abord l'organisation de ce que l'on a appelé le pacte colonial, conçu pour favoriser l'accroissement du commerce français. La colonie devra être un centre économique créé par l'initiative privée, où la richesse du sol et les produits naturels offraient la chance d'échanges avantageux, en créant un débouché considérable à l'industrie française et en alimentant le fret dont dépend l'agrandissement de la marine française. Il n'y a pas d'équivoque. Il s'agit d'exploiter à moindre frais le plus de denrées possible. Les colonies ne doivent prospérer que pour le plus grand bien du royaume. Les colonies doivent fournir des matières premières aux industries de la métropole et consommer ces produits manufacturiers. Elles ne doivent en aucun cas concurrencer les établissements métropolitains. La destinée des colonies était de servir, de jouer aux caprices, de pâture aux besoins, de proie à l'avidité de leur métropole, de son fisc, de ses traitants, de ses marchands, de ses compagnies, de ses intrigants accrédités. Saint-Domingue ne pouvait être avantageuse à la métropole qu'en devenant une vaste plantation. Les colons ainsi livrés aux négociants ne cessent de dénoncer leurs carences et s'insurgent avec violence. Leur asservissement économique est l'une des causes principales de leur esprit d'autonomie. Ils reprochent à la métropole le délaissement dans lequel elle les tient. Ils accusent les négociants de les laisser manquer de vivres et d'esclaves. Dans ces conditions, ils réclament inlassablement le droit de se fournir ailleurs. Le gouvernement et les négociants bourgeois français s'évertuaient à interdire la compétition de Saint-Domingue. Il était défendu à Saint-Domingue d'avoir des industries de transformation des matières premières. N'étaient tolérés dans la colonie que les fours à chaux et briqueteries, les poteries. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.